Bonjour à tous, donc voilà, je vais vous présenter ce thème, la simulation thermique dynamique au service du Digital Twin. Le deuxième titre, c'est comment améliorer l'efficacité énergétique, réduire les coûts opérationnels et anticiper les performances des bâtiments existants et neufs. Donc un long titre, un long sous-titre, tout ça pour dire que à partir d'équations qui sont connues depuis à peu près 200 ans, je vais vous montrer qu'on a monté les blocs technologiques, les briques technologiques nécessaires à faire aujourd'hui des bâtiments qui soient réellement performants. Je m'appelle Johan Eberlé, je suis ingénieur énergéticien et je suis né peu de temps avant que le CO2 atmosphérique ne dépasse les 350 ppm. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte pour cette introduction et dire simplement que les bâtiments consomment trop d'énergie. Alors, on le sait, c'est un chiffre qu'on donne régulièrement, c'est plus de 40% des gaz à effet de serre sont imputables au secteur du bâtiment. Alors ça fait beaucoup, on a dépassé en fait la capacité de la planète à absorber ce CO2. Et en fait, j'ai précisé dans mon intro mon âge en disant le CO2 atmosphérique parce que c'est 350 ppm qui est désigné comme le seuil par les climatologues, comme le seuil, le seuil au-dessus duquel il y a un emballement des systèmes écologiques. Donc il y a une boucle de rétroaction positive où le CO2 finalement est relargué plus par des cycles naturels positivement. Et donc on a un emballement de la machine. Donc depuis qu'on a dépassé les 350 ppm, ce qu'il n'y a pas si longtemps que ça quand même, et bien le CO2 augmente par lui-même en plus des activités humaines. Donc voilà, on voit bien que les capacités de la planète, elles sont dépassées, notamment à cause du bâtiment, pour presque la moitié de ça. Mais les bâtiments consomment aussi trop par rapport à ce qu'ils pourraient. En fait, on ne parle pas de rendement énergétique des bâtiments parce que ça n'a pas de sens. La limite théorique basse de ce que pourrait consommer un bâtiment, elle est de zéro. Un bâtiment, il n'est pas intrinsèquement forcé de consommer de l'énergie. Vous prenez des bâtiments jusqu'à il y a à peu près 200, 300 ans, ils consommaient virtuellement aucune énergie. Il n'y avait rien. Prenez les palais des empereurs romains, ils consommaient rien. Il y avait 3 bougies et puis c'était réglé. Aujourd'hui, les bâtiments, ils consomment beaucoup parce qu'on a aussi une appétence à un confort donné. Vous prenez au même endroit en Italie, par exemple, les bâtiments consomment beaucoup d'énergie pour la clim, par exemple. Et donc, en fait, si aujourd'hui les bâtiments consomment, c'est parce qu'on a des attentes supérieures et qu'on veut du confort. Alors quand on dit un bâtiment il consomme trop, c'est pas forcément économiquement. Si vous comparez le coût énergétique en euros par mètre carré d'un bâtiment et que vous le comparez pour un bâtiment de bureau par exemple à la masse salariale, il y a un facteur 100. Il y a 10,2 10 puissance 2 entre les deux facteurs. Donc en fait, si on annihile complètement la consommation énergétique du bâtiment mais qu'on a perdu 1% de la productivité des occupants, on a perdu de l'argent. Donc les bâtiments consomment trop, oui, dans l'absolu. Mais la principale caractéristique des bâtiments, c'est qu'ils pourraient consommer zéro avec quand même un bon confort. Parce que si les bâtiments consomment aujourd'hui beaucoup d'énergie, c'est parce qu'ils sont en déséquilibre thermique. On a besoin d'apporter de l'énergie en chaud, en froid, en ventilation, parce qu'à la base, ils sont simplement en déséquilibre thermique et on a besoin de compenser. Donc la bonne nouvelle, c'est que les bâtiments qui consomment peu sont en fait des bâtiments qui sont bien mieux équilibrés thermiquement. Donc c'est des bâtiments qui normalement sont plus confortables que les bâtiments énergivores. Bon, il y a un troisième fait qui me fait dire que les bâtiments consomment trop, et c'est celui qui me fait turbiner le plus le soir, qui parfois me réveille, c'est que les bâtiments consomment bien plus que ce qu'on s'attend à ce qu'ils consomment. Je m'explique. On fait plein d'études sur ce que doivent consommer les bâtiments, et quand on les compare à la réalité, en fait, on est surpris. C'est pour ça que j'ai mis ce graphe, ça fait 2 minutes que vous le regardez et vous vous demandez mais où il en vient. En fait, ça, c'est un benchmark, enfin une étude statistique qui a été faite sur un panel de bâtiments commerciaux au Royaume-Uni en 2019. Donc ça paraît très précis, mais il y a tout un tas d'études similaires sur d'autres types de bâtiments, dans d'autres pays, sur d'autres périodes, qui montrent les mêmes conclusions. Ce qu'on voit ici, chaque barre verticale, c'est en gris, c'est la consommation d'un bâtiment existant. Donc relevé sur les factures, on regarde combien de kilowattheures par mètre carré sont dépensés pour maintenir ce bâtiment dans des conditions viables. Et ils ont été classés par catégorie énergétique. Donc
Au Royaume-Uni, voilà, on a une certaine façon de calculer. En France, on en a une autre. Dans chaque pays, en fait, ils ont des classes énergétiques un petit peu différentes. Mais ce qu'on voit, c'est que déjà, au sein d'une même classe, que vous prenez A, B, C, il y a une telle disparité au sein de la classe, il peut y avoir un facteur 10. Prenez un bâtiment en catégorie C, prenez un deuxième bâtiment en catégorie C, les deux peuvent avoir un facteur 10 de consommation alors qu'ils ont la même étiquette énergie. Et la deuxième conclusion, qui est même pire encore, c'est que vous regardez la barre horizontale verte, c'est la valeur médiane pour chacune de ces étiquettes énergie. Et donc vous voyez que la valeur médiane, quelle que soit la catégorie, elle est quasiment la même. C'est dans un mouchoir de poche. Donc en fait, ce que ça nous montre, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre une classe énergétique et la consommation réelle des bâtiments. Donc ça, cette étude, je le répète, elle n'est pas isolée. On retrouve ça dans plein de pays, dans toutes les catégories de bâtiments. Donc la question qu'on peut se poser, c'est à quoi servent ces classes énergétiques? Bon, je n'ai pas la réponse, on verra plus tard. Mais simplement, voilà, aujourd'hui, on a du mal à prédire la consommation des bâtiments et à recoller ça avec la vérité, avec la réalité. Donc, c'est ici qu'intervient le jumeau numérique, le digital twin. L'idée de ça, c'est de rapprocher la réalité et la théorie. C'est que les deux disent la même chose, que la théorie, finalement, soit le reflet de la réalité, et ensuite apporter la réalité à quelque chose qui, théoriquement, nous intéresse plus, des bâtiments qui consomment un petit peu mieux. Alors, je vais faire une petite aparté maintenant par rapport à l'historique du terme digital twin. En fait, les bases fondamentales, le concept de digital twin, il est très vieux. Il date des années 60 pour la conquête de l'espace. En fait, pour les missions Apollo, il faut le savoir, la NASA, bon, il y avait énormément d'argent en jeu, ils en dépensaient beaucoup et ils n'étaient pas sûrs de leur coût. Ils avaient quand même un challenge énorme, mettre des humains sur la Lune, donc ils voulaient être sûrs, voilà, ils voulaient assurer leur coût. Ça partait déjà, question budget, c'était plusieurs points de PIB des États-Unis, donc voilà, ils voulaient limiter la casse. Et donc ce qu'ils faisaient, ils se rendaient compte que quand ils envoyaient un engin en orbite, cet engin, il avait quand même subi un stress. Il n'était plus exactement tel qu'il avait fabriqué en usine, il avait subi des dommages, il avait un comportement qui allait être légèrement modifié parce que il y avait eu des modifications, notamment des dommages. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à monitorer ces équipements avec un retour d'informations sur Terre pour savoir comment ils allaient se comporter avec ces modifications et ces dommages. Donc il y avait un retour de la réalité vers un modèle théorique, et ça c'est vraiment l'idée fondamentale du jumeau numérique. On va reprendre la réalité et on va la rapporter dans un modèle théorique. Et alors plusieurs décennies, là on est dans les années 60, donc il y a 75 ans à peu près, 65, pardon. Et seulement en 2010, c'est en 2010 que la NASA, c'est dans un rapport de la NASA qui date de 2010, que le terme digital twin est utilisé officiellement. Toujours pour la même chose, mais ils ont mis quand même quelques années avant de sortir un vocable qui aujourd'hui est utilisé. Et j'ai envie de dire un vocable qui aujourd'hui est utilisé à tort et à travers. Beaucoup de gens, c'est un mot valise. Il y en a plein qui mettent 3 capteurs dans un bâtiment, ils ont dit on a un digital twin. Avant ils parlaient de smart building. Bon voilà. Donc là on va essayer de définir un petit peu ce qu'est un digital twin. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Parce que vous et moi on ne met peut-être pas forcément la même chose derrière ce terme. Voilà. Alors, juste avant de fermer la parenthèse avec la NASA, parce que quand je dors pas la nuit, j'aime bien m'enquérir de la conquête spatiale, je vais faire le parallèle avec à quoi sert un jumeau numérique. Et pour ça, je vais parler de vrais jumeaux qui sont utilisés par la NASA. Voilà. La NASA, ils ont eu quelques opportunités. C'est qu'ils ont eu des astronautes, qui étaient jumeaux, des jumeaux homozygotes, des vrais jumeaux qui partageaient donc le même ADN, ils ont le même code génétique. Donc ce qu'ils ont fait, ils se sont dit tiens, là on a une opportunité, on va demander à un de se laisser pousser la moustache, comme ça ils font la différence avec le deuxième, et celui qui n'avait pas de moustache, ils l'ont mis en orbite pendant 1 an dans l'ISS. Donc pendant 1 an, il a fait des tours de la planète, voilà. Et l'idée était de savoir quelles sont les modifications génétiques et moléculaires qui sont passés sur ces deux jumeaux. À l'origine, ils sont identiques. Il y en a un qui fait des tours pendant 1 an, donc il y a des modifications. Et donc, ils avaient, avec le jumeau qui a la moustache et qui est resté sur Terre,
un échantillon témoin pour voir les modifications. Ils ont mesuré plusieurs milliers de modifications moléculaires et génétiques. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Mark Kelly, quand il est revenu sur Terre, bon, la grande majorité, plus de 90%, se sont résorbés. Voilà. Donc maintenant, il est revenu presque comme son frère, toujours pas de moustache, mais ça leur a permis de mesurer ça et de finalement tirer des conclusions sur quel est l'impact d'un séjour en orbite sur le corps humain. Et donc là, maintenant, je ferme la parenthèse avec la NASA. L'idée qu'on va utiliser un jumeau numérique pour faire ce genre de test où on va avoir un échantillon témoin et on va voir la dérive dans certaines conditions du jumeau ou du bâtiment réel. Voilà. Donc on va l'appliquer maintenant au bâtiment. Parce qu'il faut se dire, et on l'a vu dans l'origine, le jumeau numérique, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au bâtiment. On peut faire des jumeaux numériques de n'importe quoi. Si on a un objet réel, on peut faire un jumeau numérique, je sais pas, de n'importe quelle machine. Généralement, c'est fait plus pour des objets mécaniques. Mais là, on va le faire pour le bâtiment. Et l'application qu'on va en faire, c'est aussi pour tout ce qui est... en fait, on va faire des tests sur un jumeau numérique parce que la particularité de notre industrie, dans le bâtiment, quand on conçoit un bâtiment, on construit un bâtiment. Vous prenez les autres industries manufacturières, vous prenez, je sais pas, l'automobile, vous concevez une voiture, vous allez en fabriquer des millions. Donc vous pouvez faire des tests, vous pouvez faire des prototypes. On ne fait pas de prototype de bâtiment, parce que sinon ça coûterait un peu cher si on construit 3 bâtiments pour finalement en habiter dans un seul. Et donc on a besoin encore plus que toutes les autres industries de jumeaux numériques, de bancs d'essai, de crash tests pour concevoir nos bâtiments. L'idée, c'est qu'aussi, quand on a un objet virtuel, on peut avoir des données qu'on ne pourrait pas mesurer, qu'on ne pourrait pas avoir par la réalité. Par exemple, vous avez un bâtiment, il consomme trop d'énergie. C'est pas en se baladant dans les couloirs avec un thermomètre qu'on sait par où part la chaleur, par exemple. On ne sait pas pourquoi il consomme plus. On peut l'observer, mais on ne peut pas analyser la chose. Avec un objet virtuel, on peut très bien, on voit sur les équations, bah tiens, c'est par là que ça part à 30%, à 82%, etc. Et d'autre part, quand on a des notions un petit peu plus subjectives, par exemple le confort, là je veux dire, on est quelques-uns, je sais pas, on doit être une trentaine, quarantaine, il y en a qui sont en t-shirt, il y en a qui ont encore leur veste, on s'adapte chacun en fonction de notre ressenti. Mais quand on veut construire un bâtiment, quand on n'a pas encore les gens dedans, en plus avec des caractéristiques différentes, c'est un petit peu dur de dire est-ce que ce bâtiment est confortable, parce qu'il sera confortable pour l'un et pas pour l'autre. Donc avec des normes, on peut objectiver la chose. On peut dire, tiens, la population sera à 90% des cas, là, dans des conditions de confort. Et ça nous permet de tester. Donc ça nous permet juste d'objectiver des choses qui sont du ressenti, de l'ordre du ressenti. Alors, ça nous permet aussi de faire de la prospection. Comment le bâtiment va se comporter dans des situations particulières. Alors, par exemple, sur la météo telle qu'elle sera dans 10, 20 ou 50 ans. Donc, voir quel sera l'impact du réchauffement climatique. Ça peut se faire pour un bâtiment neuf qui est en conception, mais aussi un bâtiment existant. On a un bâtiment aujourd'hui, il est confortable. Est-ce qu'il sera encore dans 50 ans? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de surchauffe ou quoi? Si on change un bâtiment d'usage, si on change les équipements, si on fait des rénovations, etc. Donc ça nous permet tout ça de prédire un comportement et d'en avoir peut-être un contrôle prédictif. Alors juste une petite aparté, parce qu'on parle souvent de jumeaux numériques dans le cadre des bâtiments neufs. C'est pas forcément une bonne idée que de restreindre ça aux bâtiments neufs. Parce que si on regarde aujourd'hui les bâtiments qui sont debout, il y a de fortes chances que la grande majorité, on estime à un peu plus de 80%, ils seront encore debout dans 50 ans. Et vu qu'on ne va pas changer énormément le stock de bâtiments dans les 50 prochaines années, dans 50 ans, 80% des bâtiments qui seront debout à cette époque, ils le sont déjà aujourd'hui. Donc si on veut réduire la consommation des bâtiments, on ne va pas regarder juste les bâtiments neufs, on ne va pas essayer de concevoir des bâtiments ici super bien, parce qu'on n'adresserait que 20% du problème. Donc même si on réduit de moitié leur consommation, ça ne nous aide que à 10% de ce qui arrivera dans 50 ans, et là on sera complètement mauvais. Donc l'application principale du jumeau numérique, c'est pour le bâtiment existant. Et c'est là où on a fait avant les étiquettes énergie, mais on a vu que ce n'était pas la bonne stratégie. Donc maintenant on va faire les choses un petit peu plus intelligemment, un petit peu plus proche de la réalité. Alors,
Je vais juste avant ça, peut-être expliquer pourquoi j'ai une certaine légitimité à parler de ça, parler du jumeau numérique, etc. Parce que n'importe qui peut prendre la parole. Je ne dis pas que je suis un expert mondial là-dessus, mais je travaille pour une entreprise qui s'appelle IES, qui a développé un logiciel de simulation il y a 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on est sur le marché, ça fait 30 ans qu'on fait de la simulation du bâtiment. À ce jour, on a une quinzaine de milliers d'utilisateurs dans le monde, des experts dans le domaine, hein, généralement c'est des ingénieurs. Et si on regarde le nombre de bâtiments qu'ils ont simulés avec notre technologie, on approche les 1,5 million. En fait, on l'a dépassé. Hein. Aujourd'hui, il est 1,5 million. Donc, ça fait quand même un certain retour d'expérience. Nous, dans notre entreprise, alors on est très proche de nos utilisateurs. Il y a énormément de feedback qui est fait. Il y a énormément de projets qui sont faits en collaboration avec nos équipes. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas seulement une entreprise de logiciels, on a développé un logiciel, mais on est expert dans le métier de l'utilisation de ce logiciel et qui est la conception et la simulation des bâtiments. Vu que ça fait 30 ans aussi qu'on a des retours d'expérience et qu'on a pu calibrer aussi notre moteur physique. Hein, parce que on est parti des équations qui sont connues, hein, les équations de la thermique du bâtiment, elles sont connues depuis à peu près 200 ans, elles ne sont pas très très compliquées, prises individuellement. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui vont tirer dans chaque sens pour le bâtiment. Donc quand on voit un phénomène physique, il faut juste pondérer quelle est la force par rapport aux autres. Et ça, c'est une ingénierie assez pointue. Et donc voilà, ça fait 30 ans qu'on voit aussi les usages de la simulation qui se développent. Et donc maintenant, voilà, on en est à une brique technologique qui est différente. On a dépassé des seuils technologiques qui permettent d'exploiter mieux la simulation telle qu'on la faisait il y a 30 ans. C'est toujours les mêmes équations, c'est limite le même usage, mais on peut l'exploiter bien mieux. Alors je vais vous montrer maintenant les 4 étapes fondamentales qui permettent de créer un jumeau virtuel. Alors la première, bon, elle est assez traditionnelle, c'est l'audit énergétique. Donc on va relever des données sur un bâtiment, ça va être la volumétrie, la constitution des parois, etc. Là, on a beaucoup ici de gens qui viennent du BIM. Ça peut être simplement ce qu'on récupère d'une maquette BIM, hein, si le modèle a été monté. Mais voilà, la composition des parois, etc. Ce qu'on va relever sur les factures, les rendements annoncés des machines, les product sheets, je suis perdu, les fiches produits, et ainsi de suite. Donc ça permet déjà d'évaluer si la consommation est normale. Hein. Si on relève par exemple qu'il y a une forte consommation hors période d'occupation, ça permet déjà de faire des économies d'énergie sur un bâtiment existant. Mais l'étape suivante, c'est le fait de créer un modèle numérique. Donc là, on est dans la simulation thermique dynamique. C'est un vocable que vous connaissez à peu près. Il y en a, hein, si vous hochez de la tête, je peux voir. Ok. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, la simulation thermique dynamique, c'est un calcul qui va procéder par pas de temps. Donc, par définition, c'est minimum à l'heure, mais on peut réduire le pas de temps. On peut le réduire à 10 minutes, à 1 minute, pour savoir ce qui se passe à chaque instant dans le bâtiment. Ça, en données d'entrée, vous avez la géométrie du bâtiment, vous avez la constitution des parois, vous avez le fichier météo, donc avec la température extérieure, l'ensoleillement, etc., pour chaque heure. Et vous avez ensuite tout ce qui se passe à l'intérieur, donc l'occupation, à quel moment il y a des gens, à quel moment il y a des déperditions thermiques dues à l'éclairage, aux équipements, etc. Et par rapport aux matériaux, il y a aussi non seulement la conductivité, donc la perte de chaleur, mais aussi leur capacité à stocker de l'énergie, stocker de la chaleur. Hein. Un mur en pierre va stocker de la chaleur même s'il en laisse passer pas mal. Un mur en isolant va peut-être bloquer, mais il stocke rien du tout. Donc ça a un comportement très différent, hein, surtout en été. Et ensuite, tous les systèmes, toutes les boucles de rétroaction qu'on va mettre dans le bâtiment. Dès que le bâtiment descend un petit peu en température, il y a le chauffage qui va se mettre en route. Voilà. Des boucles de rétroaction comme ça, il y en a plein dans le bâtiment. Et donc l'idée, c'est de connaître non seulement les puissances appelées pour chaque pas de temps, donc typiquement, toutes les 10 minutes, on veut savoir combien va être demandé à la chaudière, au groupe froid, sur la ventilation. Et ce qui nous permet de déterminer à la fin, l'intégrale de la courbe, c'est la consommation de ces équipements. Ça nous permet aussi de connaître la température à chaque instant pour en déterminer le confort, le taux de CO2, peut-être les polluants intérieurs, hein, les particules, le formaldéhyde, etc.
Donc ça, c'est la simulation thermique dynamique. Et aujourd'hui, il y a plusieurs modèles, hein, il y a plusieurs moteurs de calcul qui sont sur le marché. Maintenant, c'est un petit peu comme tout, hein, ce sont des outils qui ont la même finalité. Maintenant, il y a des outils qui sont plus efficaces, il y a des outils qui sont plus complexes. Et voilà, notre entreprise a développé un moteur de calcul qui s'appelle Apache et qui est aujourd'hui, c'est un petit peu la référence en termes de sophistication du modèle. Il n'y a pas de modèle qui aujourd'hui intègre autant de phénomènes physiques que le nôtre. Et donc c'est ça qui est important. On va pouvoir agréger tous les phénomènes physiques qui vont avoir un impact sur la thermique du bâtiment. Donc par exemple le solaire, l'éclairage naturel, artificiel, tout ce qui est système CVC, la ventilation naturelle et ainsi de suite. Voilà. Il y en a tout un tas, je ne vais pas ici vous faire le détail, mais l'idée de ça, c'est que le moteur thermique, le moteur de calcul, va avoir une réalité physique. Donc il pourra s'approcher au plus près de la réalité qu'on pourra observer sur le bâtiment. Voilà. Donc une fois qu'on a monté un modèle thermique, voilà, on a sur un ordinateur un logiciel qui va nous dire le bâtiment devrait consommer tant, il devrait se comporter comme ça, la température maximale devrait être de temps pendant tant d'heures. Ça, c'est déjà aujourd'hui quelque chose qui est fait de manière très générale. C'est un process qui est généralisé par les ingénieurs, ça se fait tous les jours. Ça se fait sur des kilomètres carrés, ça se fait sur des centaines de milliers, des millions de bâtiments. L'étape où on est aujourd'hui, voilà, l'étape qu'on commence à généraliser, mais qui est encore assez parcellaire, c'est la calibration du modèle. Donc ce que j'entends par calibration du modèle, c'est un retour de la réalité pour discuter sur les inputs, les données d'entrée qu'on a mis dans le modèle thermique. Alors, je prends un exemple. Je vais prendre un exemple. La dernière fois, je travaillais sur j'ai un client qui m'appelle, un bâtiment industriel. Donc une thermique relativement simple, sauf qu'ils ont remplacé les machines dans les ateliers. Et ces machines, voilà, ils ont changé complètement le process industriel dans ces ateliers. Et ils se rendent compte, bon ça c'était à l'automne, ils se rendent compte qu'en hiver rigoureux, le système de chauffage ne s'est pas mis en route. Il y a eu une vague de froid et pas besoin de chauffage parce que les machines dégageaient suffisamment de chaleur pour qu'il fasse confortable et qu'on n'approche pas de la température de consigne du chauffage. Donc pendant 5 minutes, l'équipe de maintenance se dit oh cool, on va faire des économies d'énergie. Et après 5 minutes, ils se disent ah oui, mais les machines elles vont tourner aussi en été. Donc si en plein hiver il fait suffisamment chaud à cause du dégagement de chaleur, en été on va mourir de chaud. Et ils étaient incapables de simplement mettre un compteur au cul de la machine pour savoir quel était le dégagement de chaleur. Ils ne pouvaient pas l'estimer facilement. Donc ce qu'ils ont fait, ce qu'on leur a proposé, c'est de mettre un capteur de température, un bête thermomètre enregistreur dans le hall de l'usine, une station météo sur le toit, et on a fait tourner ça pendant 2 semaines. On était un peu short en deadline. Et ce qu'on a fait, c'est que sur le modèle numérique, on a pris cette température mesurée et on a dit c'est pas une température juste mesurée, c'est une température à maintenir. Et le logiciel nous disait quelle est la puissance à apporter à chaque instant pour maintenir cette température. Donc cette puissance appelée, sur le modèle numérique, correspondait au dégagement de chaleur des machines. C'était exactement la réplique, c'était ce qu'on venait chercher. Et donc quand on regardait un petit peu la donnée, on se disait ah, c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre des machines, sauf que là, on avait avec une finesse assez importante, toutes les 10 minutes, la puissance dégagée, on avait l'ordre de grandeur, on avait quelque chose qui était assez peaufiné. Et donc on voyait même les différences entre les jours, entre le lundi et le vendredi. Voilà, les machines ne tournaient pas exactement avec les mêmes régimes, il y avait des jours où ils démarraient un petit peu plus tôt, etc. Et donc on a pris cette courbe sur 2 semaines et on l'a juste mis en boucle. Donc on a regardé ce qui se passait en été. Et vu qu'il n'y avait pas de clim dans le hall, on a vu quelle était la température qui était atteinte en été, avec donc les conditions climatiques de l'été, avec un ensoleillement, avec une température extérieure, et ces machines qui devaient tourner comme en hiver. On a vu que la température est crevé le plafond, et donc ça nous a permis de dimensionner l'équipement de refroidissement, hein, la clim, et d'estimer sa consommation. Donc pour voir si il n'y avait pas des arbitrages à faire, peut-être travailler sur la ventilation naturelle, peut-être travailler juste sur une surventilation, etc. Donc ça, c'était un jumeau numérique, ou du moins c'était un modèle calibré, parce qu'on reprenait de la donnée réelle pour alimenter un modèle numérique.
Et ça, c'est pas une technologie hyper avancée, on est presque du low-tech. Hein. On a pris un capteur enregistreur et une station météo. On n'a pas besoin d'être la NASA pour faire ça. Hein. L'étude, en une après-midi, on avait atteint les conclusions. Donc ça permettait de répondre de manière très concrète à une problématique qui était quand même difficile à percevoir juste avec sa note de calcul. Alors ça, c'est des choses qu'on fait déjà, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on peut faire ça. Maintenant, je vais vous montrer une brique technologique supplémentaire. Alors juste avant ça, j'ai oublié la slide que je voulais vous montrer. Parce que calibrer un modèle, c'est pas juste comme ça au doigt mouillé où on va bidouiller sur les entrées pour que le résultat corresponde à ce qu'on mesure. Ça, il y a quand même toute une démarche scientifique, hein, une démarche qui est même un petit peu normée. On va regarder le taux d'erreur par pas de temps. Hein, parce que l'idée, c'est pas simplement avoir une idée pour la consommation annuelle, bon, ça colle à la facture, donc ça veut dire que c'est bon, alors qu'en fait, ça peut être faux à tous les instants, et juste le total, les erreurs s'annulent, ça tombe bien. Un modèle calibré, hein, suivant les normes HRAE par exemple, c'est calibré si on a un taux d'erreur, alors c'est le coefficient de la racine de l'erreur quadratique moyenne. Voilà. Bon, vous allez sur Wikipédia, vous aurez la définition, ça marche bien. En fait, ce qu'on vient comparer, c'est la valeur entre un indice pour chaque pas de temps par rapport entre ce qui est mesuré et ce qui est simulé. Et il ne faut pas que ça dépasse un certain taux, sans quoi votre modèle il veut rien dire en fait. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même un petit peu détaillées. Vous allez voir sur la littérature scientifique. Voilà, c'est des choses qui sont bien cortiquées pour montrer qu'un modèle est calibré et donc qu'il est fiable. Donc quand le modèle va vous dire quelque chose, vous avez quand même de bonnes chances de voir la même chose dans la réalité quelques temps après sur les conditions qui sont données. Voilà, là vous avez sur un projet par exemple qu'on a mené, vous avez en orange la donnée mesurée pour des consommations. Alors il y a deux types de consommation, hein, le chaud et le froid. Et vous avez en bleu ce qui était simulé. Donc là vous voyez, vous avez des valeurs qui sont très très proches parce que ce sont des modèles calibrés. Mais vous voyez d'un côté les métriques, hein, donc à gauche, vous avez par exemple NMBE qui a 1.8, donc là, calibré très très finement. Et par contre, à droite, c'est un petit peu moins finement. Pourtant, les deux, on peut dire qu'ils sont proches. Et quand vous regardez les allures de courbe, bon, ils sont très très proches. Hein. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très très fin pour vraiment faire un jumeau numérique. Hein. Comme on avait des homozygotes qu'on a envoyés dans l'espace, hein, là, on veut des homozygotes pour le jumeau du bâtiment. Alors je vous présente voilà, aussi un autre projet. Ça c'est un projet qu'on a mené il y a quelques années pour l'université technique de Singapour. Et donc là on l'a fait à haute échelle, hein, parce qu'il y avait plus d'1 million de mètres carrés de plancher. Donc ça commence à chiffrer un petit peu. Il y avait plus de 200 bâtiments sur le campus. On a adapté le niveau de détail suivant les bâtiments. Donc il y a des bâtiments voilà, qu'on a traités de manière assez simple. On avait peu de données, donc on a fait un modèle assez simple sur le numérique. Et il y a d'autres bâtiments qui étaient plus monitorés, donc on est monté en détail on a monté le niveau de détail sur le numérique. Et donc on a préconisé sur la base de ce modèle calibré certaines actions de rénovation, notamment changer les protections solaires, parfois mettre des pompes à chaleur, des réseaux de chaleur, etc. Enfin bref, on avait tout un panier. Et ça a permis de faire 31% d'économie d'énergie sur le campus. Alors 31%, ça paraît peut-être pas forcément fabuleux, mais n'empêche que quand on regardait les ordres de grandeur, voilà, ça chiffrait en milliers de tonnes de CO2 et en millions d'euros par an. Donc là, les ordres de grandeur, ils étaient quand même importants. Ça nécessitait ici d'avoir un petit peu d'ingénierie. Donc là, on n'est toujours que sur le modèle calibré. L'étape suivante, c'est que on va ensuite connecter en direct, en live, en temps réel, le bâtiment avec son jumeau numérique. Dans ce cas-là, le bâtiment, alors là je vous présente notre siège social hein, en Écosse. Vous avez à gauche c'est une photo, et à droite c'est le modèle numérique hein, qui est fait dans notre logiciel. Et on fait communiquer les deux. Donc dans le bâtiment réel, on a des capteurs de température, de puissance appelée, de CO2, et on vient vérifier que le modèle numérique se comporte de la même manière. En fait, on va disposer les courbes hein, entre ce qui est mesuré et ce qui est simulé, l'une sur l'autre. Et quand il y a une dérive qui arrive, ben soit c'est que le modèle à l'origine il n'est pas bon, soit c'est que le modèle a changé. C'est-à-dire que le bâtiment réel a commencé à muter.
quelque part. Alors la mutation, hein, je dis ça, mais ça peut être simplement quelqu'un a laissé une fenêtre ouverte. Sur le modèle numérique, la fenêtre elle est fermée. Donc on peut détecter qu'il y a un comportement anormal du bâtiment réel. Quand on fait ça, donc là vous voyez par exemple en bas, c'est les courbes de puissance appelée pour l'électricité et la consommation de biomasse. Hein, on a du pelé, ça se monitore facilement. Mais ici sur le graphe, donc ça c'est une interface réelle, hein, c'est l'interface de notre outil. Une fois que vous avez plugué quelque part le bâtiment réel sur le bâtiment virtuel, où vous avez la consommation mesurée et celle qui est prédite par le modèle. Donc là, ça vous permet en temps réel de traquer est-ce que mon bâtiment se comporte comme il devrait. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive? Auquel cas, peut-être il faut faire quelque chose. Vous avez aussi d'autres indicateurs. Voilà, donc là par exemple, on montre la consommation de l'électricité par rapport à l'occupation. C'est normal que le bâtiment consomme quand il est occupé. Vous avez les PC qui tournent, vous avez l'éclairage, etc. Et vous voyez hors occupation, il y a aussi de la consommation. Bon, on est une entreprise de logiciels, donc on a des serveurs qui tournent, on a des choses comme ça. Là, on va dire que tout est normal, mais ça permet d'identifier quand il y a des dérives. D'autre part, voilà, vous voyez tout un tas d'informations qui sont importantes à connaître. Là, c'est ce qu'on montre, où on montre la superposition des courbes. Donc là, vous voyez par exemple ce qui a été simulé et ce qui est consommé réellement. Donc là, on a une petite dérive. Donc là, on est censé se poser la question, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on consomme plus? Mais vous voyez, les allures de courbe, voilà, elles sont quand même très très proches. Hein, là, il y a peut-être un petit facteur constant entre. Bon, là, avec un niveau de détail comme ça nous permet de détecter beaucoup plus facilement, de lancer une investigation bien plus guidée sur quels sont les facteurs de dérive. Et quand vous estimez que une action est nécessaire, ça vous permet de chiffrer quel est l'impact de cette action. Et ensuite, vu que votre bâtiment il est monitoré, vous pouvez suivre la progression de cet impact. Est-ce que ça se comporte vraiment comme j'avais prévu? Sinon, pourquoi? Et donc, quelle action est encore à mener? Souvent, c'est au niveau du commissionnement, hein, commissionnement ou commissioning. Simplement, on n'a pas correctement paramétré les nouvelles installations. On n'a pas fini certains réglages. Et donc ça permet de chiffrer, par exemple, quelle est l'économie, donc soit en euros, en kilowatts, en kilowattheure, en taux de CO2, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour mener à bien le projet. Voilà. Alors j'espère que je ne suis pas parti trop loin. Hein. Je ne sais pas quel est votre niveau de compréhension ici du jumeau numérique par rapport à la performance. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus tout le monde la même chose. Maintenant, on est ici à une technologie qui est valide. Hein. Vous pouvez mettre ça en place dès maintenant sur vos projets. Si on réfléchit juste à la porte que ça ouvre pour les prochaines années, hein, c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà avec des projets pilotes, sur lesquels on commence à prendre des données, des retours d'expérience. Aujourd'hui, de plus en plus de bâtiments, non seulement sont monitorés, mais sont aussi pilotés. Hein, c'est un petit peu ce qu'on appelle réellement le smart building, c'est-à-dire que le bâtiment, en fonction des retours capteurs, va actionner certaines choses. Il va actionner par exemple la ventilation, les protections solaires, etc. Maintenant, imaginez que le bâtiment prenne des dispositions, hein, qui lance des actions basées sur de la simulation. On peut aujourd'hui très facilement simuler le bâtiment avec les 24 ou 48 heures prochaines du fichier météo. Hein, la météo, on la connaît avec une très bonne certitude à 48 heures à l'avance. Lancer une batterie de tests, de stratégies en fonction du fichier météo pour les 24 prochaines heures. Par exemple, il va y avoir une vague de chaleur, on est en été. Plutôt que d'attendre que la température soit déjà haute, on peut anticiper 12 heures à l'avance. Tiens, on va lancer une surventilation la nuit. On va baisser en température le bâtiment. Et comme ça, on a un petit peu plus de marge de manœuvre avant que la clim se lance en route à midi le lendemain. Vous pouvez faire plein de stratégies comme ça sur les protections solaires, sur l'éclairage naturel, sur le stockage dans le bâtiment. Par exemple, la nuit, en hiver, j'ai l'électricité qui n'est pas très chère. Je vais monter mon bâtiment en température pour réduire le pic en milieu de journée où j'aurai la consommation d'électricité qui va coûter plus cher par kilowattheure. Plein de stratégies comme ça. Et donc quand vous lancez certaines stratégies, ça vous permet, en fonction des objectifs, de sélectionner la meilleure stratégie à ce moment-là. Et ça, vous lancez sur votre bâtiment, vous pilotez votre bâtiment en fonction de ce qui a été simulé.
Voilà. Là, on en est là aujourd'hui pour ce qui est de la R&D. Hein. On a déjà des projets pilotes qui font ça. Donc il y a plein de choses qui sont envisageables, mais voilà, repensez simplement déjà aux briques technologiques qui sont accessibles dès aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est dans la conception des bâtiments? Est-ce qu'aujourd'hui on conçoit, est-ce qu'on rénove nos bâtiments, est-ce qu'on pilote nos bâtiments simplement comme ils devraient aujourd'hui, comme c'est accessible? Voilà. On a déjà dit pourquoi on le faisait, hein, pour réduire la consommation, pour augmenter le confort dans les bâtiments, et finalement pour faire aussi des bâtiments avec des moyens limités. On n'a pas des moyens énormes partout, donc tous les moyens qu'on a à notre portée, il faut les utiliser le plus sagement possible. Il ne s'agit pas de mettre des capteurs non plus dans tous les sens, faire des bâtiments hyper high-tech qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, on a plein de données, mais on ne sait pas quoi faire avec. Des fois, juste réfléchir, qu'est-ce que je peux faire avec un minimum de données? Et aujourd'hui, on se rend compte que les bâtiments fournissent beaucoup plus de données que ce qu'on est capable de traiter. Donc simplement, voilà, on peut faire des jumeaux numériques quasiment à moindre coût. Chez US, étant donné que ça fait voilà, un peu de temps qu'on travaille là, qu'on a 1,5 million de bâtiments qui ont été simulés avec nos outils, on s'est rendu compte que, bah mince, maintenant que les bâtiments ont été construits, ces modèles ils finissent sur des disques durs, sur des serveurs et ils ne servent plus à rien. Donc on a lancé une campagne il y a 2 ans pour réveiller ces modèles. C'est-à-dire prendre les modèles numériques qui ont été utilisés et simplement les réactiver, les recalibrer avec les données des bâtiments qui maintenant ont été construits pour avoir des digital twins. C'est une campagne qu'on a lancée il y a 2 ans et donc on a eu pas mal de retours des clients qui ont commencé à faire ça. On a publié maintenant des guidelines, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on met ça en œuvre, et aujourd'hui c'est quelque chose d'opérationnel, donc si un jour ça vous intéresse, si vous voulez lancer ça, ben, vous venez nous voir, vous nous appelez, vous passez au stand A7, voilà, et je serai très heureux de discuter avec vous. Merci pour votre attention.